Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI à la une de ce 20h. Les 11e journées nationales promotionnelles des PME se tiennent à Abidjan. Le Premier ministre Robert Bekré-Mombé a ouvert les assises. L'enjeu est de donner plus de place aux petites et moyennes entreprises pour bâtir l'avenir. L'innovation technologique, la transformation digitale et l'entrepreneuriat féminin et juvénile sont au menu de cette rencontre. Autre rencontre à Abidjan, le 2e symposium international dédié à la gestion de la recherche et de l'innovation. Comment en faire un levier de développement pour l'Afrique? Les experts venus de plusieurs pays planchent sur les moyens d'accroître les investissements, notamment dans les secteurs de la santé, du climat et de l'énergie. À Yamoussoukro, les producteurs de café cacao du Grand Centre expriment leur gratitude lors de l'investiture du chef de leur association dénommée Famien à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ils ont salué les efforts du gouvernement pour le monde agricole. Un hommage a été rendu au président Alassane Ouattara pour les réformes et actions menées en faveur de la filière. Enfin, le parquet antiterroriste en France demande un nouveau mandat d'arrêt international contre Bachar al-Assad pour les attaques chimiques de 2013. L'ancien président syrien privé désormais de son immunité depuis son renversement en décembre 2024 est visé pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. L'effort, faites effort. C'est bien sûr l'un des messages forts à retenir de ces 11e journées nationales promotionnelles des PME ouvertes ce jour à Abidjan. Le Premier ministre Robert Bekré-Mombé a donné le coup d'envoi de ces assises centrées sur la croissance des petites et moyennes entreprises, l'innovation technologique, la transformation digitale, l'entrepreneuriat féminin et l'engagement des jeunes vont alimenter les échanges, nous rapporte Franck Quadio. 11e journée promotionnelle des petites et moyennes entreprises, une vingtaine d'exposants mobilisés pour cette date d'ouverture des produits innovants en adéquation avec le thème innovation technologique. En termes d'études innovantes, nous avons apporté aux PME dans le cadre de la transformation digitale une boîte à outils qui va leur permettre de gérer efficacement leur clientèle. Sur le site des PME portés par des femmes, Métagnon s'est spécialisé dans l'entretien automobile. Que ce soit en mécanique, que ce soit dans tous les domaines en fait. La femme peut exercer et mieux même que les hommes. Des femmes, plus de 20% dans l'industrie formelle des PME, femmes et jeunes, au centre des 11e journées nationales promotionnelles des PME, placées sous la présidence du Premier ministre. Plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Les femmes représentent presque la moitié de la population. Leur pleine inclusion dans les tissus économiques est une condition incontournable de notre ambition collective d'émergence. Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été initiées par votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avec pour objectif clair de faire des PME des acteurs plus compétitifs, résilients et intégrés aux chaînes de valeur. Ainsi, pour les années 2023 et 2024, 146 304 jeunes ont pu donc accéder à des financements pour leurs initiatives entrepreneuriales. Et je l'ai dit que sur les 146 304 jeunes, 54% sont des femmes. De plus, des initiatives telles la stratégie nationale de digitalisation des PME et de l'IA à l'horizon 2030, sans oublier la question de la construction de champions nationaux, toute une ambition affichée par le gouvernement. Ce thème d'aujourd'hui se veut également une invitation à une prise de conscience des conditions pour se hisser sur une trajectoire de croissance durable et profitable pour toutes les couches vulnérables. En effet, l'innovation, la transformation digitale et l'entrepreneuriat, le passage au numérique n'est plus une option, c'est une nécessité, une condition pour garantir le développement et la compétitivité de nos entreprises. Des entreprises compétentes restent à fédérer les attentes. L'intervention du chef du gouvernement est une invite aux franges femmes et jeunes à s'approprier les différents mécanismes de promotion des PME. Nous vous prions de finir ce beau forum de 48 heures par l'équation du succès du jeune entrepreneur. Parce qu'une chose est de vouloir commencer, une autre chose est de connaître les difficultés de parcours qui peuvent se présenter, mais surtout, une troisième chose est de savoir que l'État a mis en place
un dispositif. Nous demandons à nos présidents de fêtières de glaner toutes les potentialités de l'État et les mettre à disposition de nos sœurs et de nos jeunes, parce que l'avenir du pays en dépend. C'est le sens même de ces journées promotionnelles de 2 jours initiées par la FIPME qui compte 27 groupements professionnels et associations et fédère plus de 4000 entreprises pour 80% de contributions aux recettes de l'État. Voilà, on mise sur les PME pour bâtir l'avenir, mais on n'oublie pas ceux qui informent. On consulte donc pour les journalistes et professionnels des médias. À Aoué, dans la sous-préfecture de Brodofumé, une nouvelle cité sort de terre. Le Premier ministre a lancé donc ce lundi les travaux de construction de 300 logements. Le projet est porté par la mutuelle MS Média. Marie-Chantal Akanda, Adama Kéré pour le reportage. La première pierre d'un rêve pour les professionnels des médias se concrétise. Ce 28 juillet à Aoué, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé un projet de 300 logements subventionnés à hauteur de 8 millions de francs CFA chacun en faveur des professionnels des médias. Un projet qui s'inscrit dans un partenariat public-privé. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui ici permettra à terme de sortir 1300 logements, dont 300 logements ont été dédiés aux agents des médias, sera livré dans les délais convenus, avec une qualité irréprochable répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Je reste convaincu que la Caisse des dépôts et consignations peut être un acteur majeur dans le secteur, dans le cadre d'une synergie Caisse des dépôts, secteur privé, institutions de financement du développement, en vue d'apporter une réponse au financement de certains projets alignés à notre PND. L'émotion était palpable lors de la cérémonie. Meïté Sindou, porte-parole des bénéficiaires, y a vu un jour mémorable, symbole fort d'un rêve longtemps caressé. La grande famille des médias exprime son immense gratitude au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Un programme d'acquisition de logements soutenu par le gouvernement au profit de tout l'écosystème des médias est assurément une grande première. C'est le signe de l'attention particulière portée par le président de la République sur notre secteur. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a replacé cette initiative dans la vision globale du gouvernement qui prévoit la construction de 45 000 logements au terme des projets présidentiels sociaux. Le logement devient plus que jamais une cause nationale sur laquelle votre gouvernement construit jour après jour, mois après mois, année après année, les fondations d'une société plus équilibrée, plus juste, plus solidaire, en un mot, plus humaine. Pour le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, ce programme traduit la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des professionnels des médias. C'est à travers cet engagement pour un social hardi et un véritable partage, une redistribution réelle de la richesse du pays, que nous avons souhaité aider les travailleurs de l'écosystème des médias à avoir un toit, afin que, dans la sérénité, ils puissent aider à œuvrer au rayonnement de ce secteur d'activité, mais surtout à la consolidation de la démocratie et de la paix. Le Premier ministre a salué cette initiative porteuse d'espoir et a invité tous les acteurs impliqués à se mobiliser pour garantir le succès de cette opération. Le projet immobilier en faveur des acteurs de la communication et des médias permet d'offrir les appartements de 3 pièces à un prix relativement maîtrisé grâce au soutien de l'État. Cette politique permet aux travailleurs, notamment ceux des médias, d'accéder à la propriété immobilière à un coût abordable. Chers amis des médias, le gouvernement vous donne les moyens d'exercer votre métier avec sérénité. Libérez des pressions liées à l'habitat pour ainsi contribuer pleinement à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ce projet n'est qu'une première phase. Le renforcement de la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques permettra de fournir des dotations additionnelles à votre secteur si cher au président de la République.
L'ambition du gouvernement est claire. Faire du rêve d'un chez-soi une réalité pour tous. Nous y parviendrons en lançant aujourd'hui les résidences dites les jardins d'Aoué. Nous écrivons une nouvelle page de notre histoire collective. Que chaque clé qui vous sera remise dès la fin de l'opération soit un symbole d'espoir. À Aoué, ce chantier n'est pas qu'une simple construction, c'est un geste fort de reconnaissance et d'équité envers les acteurs des médias, longtemps en attente de solutions concrètes. Et plus loin, à Genève, en Suisse, s'est ouvert ce lundi le 15e sommet des présidentes du Parlement. Et cette plateforme favorise les échanges et le réseautage en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La présidente du Sénat, Kadia Camara, porte la voix de notre pays et elle a présenté les progrès réalisés dans la promotion du bien-être féminin. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial à Genève. Siège de l'Organisation internationale du travail, OIT, à Genève, en Suisse. Ces présidentes d'assemblées parlementaires de diverses nations des 4 coins du monde partagent leurs points de vue liés aux enjeux majeurs relatifs à l'égalité des sexes, à l'autonomisation des femmes et à la promotion d'une gouvernance universelle sensible au genre. Invitée au parloir de ce 15e sommet des présidentes de Parlement, Kadia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, divulgue les actions du gouvernement ivoirien en la matière. Notre pays a engagé plusieurs initiatives pour bâtir une paix durable fondée sur l'inclusion. Je citerai l'adoption de 2 plans d'action nationaux successifs sur les femmes, la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire a adopté en 2008 son premier plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan visait à renforcer la participation des femmes dans les processus de paix, de réconciliation et de reconstruction nationale après les crises sociopolitiques survenues dans le pays. La mise en œuvre de ce premier plan a permis d'obtenir des avancées significatives dans l'intégration des questions de genre dans les politiques et programmes nationaux, ainsi que dans la protection des droits des femmes en période de conflit. Elle fait également un plaidoyer. Je voudrais donc plaider pour une gouvernance sécurité inclusive où les femmes ne sont pas seulement victimes ou bénéficiaires, mais pleinement actrices de changement. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir une paix authentique, durable et partagée. À travers 2 interventions en cette même journée, la présidente du Sénat ivoirien marque ainsi la volonté de la Côte d'Ivoire d'occuper pleinement sa place dans la diplomatie parlementaire internationale. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, d'autres parlementaires prennent le relais pour la paix sur le continent. Il faut protéger l'Afrique. Alors, une cinquantaine de parlementaires africains en réunion et veulent contrer les violences qui déchirent certaines régions. Cette rencontre organisée par l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme vise à renforcer les outils pour mieux anticiper et agir. Nous Sangari. Terrorisme, instabilité politique, radicalisation religieuse, migration de masse. Autant de menaces qui fragilisent les fondements des États africains. Pour y faire face, des parlementaires venus de plusieurs pays du continent sont réunis à Grand-Bassam. Une rencontre pour renforcer leur capacité d'analyse et d'action face aux violences infra-étatiques. Tout d'abord, ce n'est pas très agréable d'avoir des conflits entre nos États. Donc, ce sera l'occasion pour nous d'en faire face. N'oublions pas que le premier souci d'un élu, c'est le bien-être de sa population. Et il s'agit de la sécurité. Partout où nous devons parler de la sécurité ou aller à la recherche de la sécurité, surtout pour la paix, nous sommes prêts pour ça. Pour le vice-président du réseau des parlementaires africains, membre de la commission défense et sécurité, la synergie d'action est indispensable, car seul, aucun État ne peut vaincre ces menaces. Nous devons repenser nos stratégies d'intervention et sortir d'une logique de réaction pour entrer dans une culture d'anticipation parlementaire.
Cette rencontre est initiée par l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Elle est financée par le Royaume d'Espagne. En ciblant les élus, maillons institutionnels parfois sous-estimés, nous souhaitons les repositionner dans une posture de prévention des crises et de pilotage de la riposte en lien avec les autres institutions de l'État et les partenaires internationaux. Vous avez sans doute un rôle très important pour sensibiliser vos gouvernements et vos citoyens sur l'importance de lutter contre le terrorisme. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de tous les pays ici représentés et de tous les pays de l'Afrique, soyez certains que nous sommes à vos côtés. Nous vous désirons plein succès dans votre lutte contre le terrorisme. La sécurité, ce n'est pas que l'affaire des militaires. Pendant 3 jours, exposés, débats et recommandations seront au cœur de cette session stratégique. Et avec toutes ces actions, on dira que la sécurité se renforce et la recherche, elle, cherche à mieux s'ancrer dans le développement du continent. Abidjan accueille donc depuis ce matin le 2e symposium annuel du projet de gestion de la recherche et de l'innovation. L'enjeu est de mobiliser davantage d'investissements pour faire de la science un levier de croissance, notamment dans les secteurs clés comme la santé, le climat. Lansine Bakayoko est pour le reportage. 17 pays, 150 participants à ce symposium africain dédié à la recherche et à l'innovation. Une plateforme de mise en relation entre chercheurs, décideurs publics et acteurs du développement. En plus de gérer efficacement des projets compétitifs, ce symposium vise 3 autres objectifs. Le premier objectif, c'est de présenter et d'échanger autour de certains résultats de recherche susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur les conditions de vie de nos populations et nos économies africaines. Deuxième objectif, promouvoir le dialogue entre les hommes politiques, les hommes de sciences et la société civile en Afrique. Et enfin, nous voulons encourager les organismes de financement de la recherche en Afrique à travailler ensemble. L'urgence de développement nécessite donc une synergie d'action, un lieu d'apprentissage partagé en matière de sciences ouvertes, de suivi, évaluation et de diffusion de connaissances, un espace de réflexion collective sur les transformations des résultats des recherches en politique publique. Un tournant que la Côte d'Ivoire inscrit dans ses priorités. L'ambition de la Côte d'Ivoire est claire. Faire de la science, de la technologie et de l'innovation son levier central de transformation économique, sociale et environnementale, en parfaite cohérence avec le plan national de développement. À ce jour en Côte d'Ivoire, ce sont 82 projets de recherche qui ont été soutenus, notamment dans les domaines agricoles, de l'énergie, de la santé et de l'alimentation. Et on va rester dans le domaine de l'agriculture, là où la terre donne, la gratitude s'exprime. À Yamoussoukro, où je vous conduis, les producteurs de café cacao du Grand Centre saluent les efforts qui font grandir leur filière. Lors de l'investiture du chef de leur association dénommée Famien, ils ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions en faveur du monde agricole. Jean-Luc Bambo depuis Yamoussoukro. Yamoussoukro, terre d'hommage. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les chefs de village, campements et communautés du Grand Centre, producteurs de café cacao, saluent les efforts du Conseil du café cacao. Réunis pour l'investiture du chef de l'association Famien, ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et au directeur général du Conseil du café cacao. Dans nos messages, nous avons remercié le chef de l'État pour sa clairvoyance et sa politique agricole menée en œuvre depuis, 2012. Carte de producteur, couverture maladie universelle gratuite, prix Borchamp à 2200 francs CFA, usine de transformation de cacao, normes ARS 1000. Les actions saluées sont nombreuses. Il y a des changements importants qui nous attendent au niveau de la production. Si nous voulons aller plus loin et profiter du maximum de valeur ajoutée dans le secteur du cacao, il faut que nos enfants participent à la transformation. Je dirais la deuxième transformation. Avant, on ramassait les graines de cacao pour aller transformer en Europe, créant de l'emploi là-bas.
Mais aujourd'hui, on transforme chez nous, on crée de l'emploi chez nous. C'est ça la souveraineté, c'est ça l'indépendance. Le chef Kofi Patrice, désormais Nana Bokoso, prend l'engagement de défendre les intérêts des producteurs et de cultiver la paix au sein des communautés. Un moment de reconnaissance, de fierté et d'espérance pour toute la filière café-cacao ivoirienne. La filière rayonne, la paix fait le lit du développement. Dans une démarche d'anticipation, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a rencontré les chefs traditionnels et guides religieux des départements de Guiglo, Bleu-le-Quin et Tout-le-Pleu. L'objectif est de mobiliser ces autorités autour de la paix et de la cohésion sociale. Elle les a surtout invités à devenir des relais de paix sur le terrain. Siaka Kone, Marsouel. C'est une rencontre à haute portée symbolique, chargée de sens et d'espérance. Dans le préau du chef du village de Tout-le-Pleu, à la préfecture de Bleu-le-Quin, en passant par la salle Alassane Ouattara du conseil régional de Guiglo, le dialogue se tisse avec fluidité. Chefs coutumiers, guides religieux et autorités administratives sont réunis autour de Anne Oloto, qui les appelle à l'union et à la vigilance avec une mission claire, parler de paix, du vivre ensemble entre les filles et fils de la région. Garant des traditions, et leaders religieux ont répondu avec ferveur. Nous, les chefs, nous allons nous engager à porter le message auprès de nos populations pour que toujours il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Nous, les guides religieux, il nous a demandé de beaucoup prier, de continuer à prier pour la consolidation de la paix et pour la fraternité vraie. Face à cette adhésion totale, la ministre d'État et présidente du conseil régional du Cavalier, Anne-Désirée Oloto, livre ici un message. Je tenais à venir vous parler à cœur ouvert. Parce que le chef, c'est votre responsabilité. Parlez au peuple. Notre discours doit nous aider à nous aimer, pas à nous haïr. Nous devons maintenir la paix pour que les élections soient apaisées. Mais au-delà des paroles, elle annonce un projet majeur. La construction à Guiglo d'une académie de la paix, une institution dédiée à l'éducation citoyenne, à la culture du dialogue et à la formation aux valeurs de tolérance. De Tout-le-Pleu à Guiglo, c'est désormais le même message. La paix n'a pas de prix, elle a des bâtisseurs désormais à l'œuvre dans la région du Cavali. Voilà, la paix est une quête permanente. Les guides religieux et chefs traditionnels du Cavali, comme vous l'avez vu, sont mobilisés pour la paix. Et de l'autre côté, dans la région du Unzi, une nouvelle autorité coutumière entre en fonction. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, en sa qualité de président de l'ACCD RHDP, a présidé l'intronisation du nouveau chef du village de Tokpa Ndrikro. C'est dans le département de Bokanda. La mission de ce chef est claire, promouvoir l'unité et la cohésion. Mama Traoré. Dans la sous-préfecture de Bengassou, département de Bokanda, région d'Unzi, Tokpa Ndrikro a, comme de nombreux villages, bénéficié d'actions de développement ces dernières années. Nous avons reçu de l'État ivoirien 4 pompes à motricité humaine et ceux-là ont été installés dans ce village et fonctionnent très bien. En 2020, notre village a été électrifié grâce à l'intervention de l'État ivoirien. Nous faisons tout ça parce que il y a la paix dans notre pays. Donc faisons en sorte que cette paix-là soit préservée. Et pour maintenir cet élan de développement et de paix, le village s'est choisi un nouveau chef en la personne de Bertel Konan Yao qui a pour nom de règne Nanan Essui et ses deux. Il a été intronisé en présence du ministre Amédée Kofi Kwaku, par ailleurs président de l'association des élus et cadres du Centre pour le développement ACCD RHDP. À travers donc ces installations de chefs, nous profitons donc pour passer des messages de cohésion, d'entente entre d'une part les jeunes et les femmes et des différents villages pour que surtout les prochaines élections qui vont arriver en octobre, ce soient des élections apaisées. Parce que notre pays n'a pas besoin de désordre, notre pays a besoin de stabilité. Les Ivoiriens sont heureux depuis que le président Alassane Ouattara est là. On voit notre pays aller de l'avant et ça doit continuer. Tokpa Ndrikro est la fusion de 3 villages. On tisse aussi la toile de la solidarité, une solidarité active au service du développement. À Guibérois, 335 avec association de valorisation de l'entraide communautaire ont bouclé un cycle d'épargne d'1 an avec plus de 1 milliard de francs CFA mobilisés. Une dynamique saluée par la ministre Miss Belmondo Dogo qui y voit une action concrète contre la pauvreté. Michel Mambou.
Chez le couple Kofi, rien n'est plus comme avant. Depuis l'avènement des AVEC, association de valorisation de l'entraide communautaire, le quotidien des Kofi est plus aisé. Elle avait du mal vraiment à s'épanouir, mais lorsque AVEC est venu, après le conseil des uns des autres, elle a pris décision de rentrer dans une AVEC. Et à l'issue de cela, elle a pris un montant. Ce montant qu'elle a pris, ça l'a permis à pouvoir vraiment agrandir ses différents commerces. Comme les membres de cette famille, ils sont nombreux à voir leur vie transformée grâce aux AVEC. À Guibérois, 335 AVEC issus de 44 localités témoignent à cette cérémonie de l'impact positif de cette caisse de solidarité. Plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés après un cycle de 12 mois. Partenaire clé des AVEC, Care International encourage cette performance. Travailler main dans la main en famille afin de résoudre nos problèmes de pauvreté. Au cœur de ces dispositifs d'autonomisation et de cohésion, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté se félicite des résultats obtenus. Miss Belmondo Dogo salue l'engagement des membres. La mobilisation de 335 AVEC représentant plus de 10 000 membres, dont 8 375 femmes, témoigne de la vitalité et de la dynamique communautaire dans notre région. Plus de 1 milliard mobilisés. Oui, c'est possible. Et vous venez de le démontrer. Vous avez été solidaires en accompagnant ceux qui étaient en difficulté à hauteur de 52 millions. Félicitations. À ce jour, l'on enregistre 23 470 AVEC repartis sur toute l'étendue du territoire national. Voilà la solidarité qui se construit dans le développement, mais elle se révèle aussi dans l'épreuve. On reste donc solidaire des victimes de l'accident survenu ce matin sur l'axe Katiola-Niakara. Une collision entre un autocar et un camion a fait 16 morts et 51 blessés. Le témoignage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Axe Katiola-Niakara-Mandougou. La route a encore tué. 16 morts. Plus d'une cinquantaine de blessés. C'est le triste tableau de la collision impliquant un car de transport public desservant la ligne San Pedro-Ouagadougou au Burkina Faso avec un camion benne surmonté d'une grue d'élevage qui transportait un groupe électrogène. Selon des témoignages recueillis sur les lieux du drame, aux environs de 5 heures du matin, le car de 70 places serait rentré de plein fouet dans le camion de transport de marchandises logistiques. Les blessés ont été évacués par les services de secours au centre hospitalier régional de Katiola. Parmi les blessés, 10 autres femmes en état de grossesse ont été admises au service de maternité. 10 blessés graves en raison de leur état ont été référés au centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké. Suite à cet accident dramatique, le ministre des Transports lance un appel à la prudence invitant l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance dans la circulation routière, en respectant les règles du code de la route. Saisi pour mener les investigations, le bureau Enquête, Analyse, Accident BEA met tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame routier qui endeuille une nouvelle fois des familles. On va évoquer un autre sujet qui devrait nous donner un peu de sourire. La deuxième journée de l'Afro-Basket Dames et la Côte d'Ivoire a battu l'Angola 82-74 et s'ouvre ainsi les portes du second tour. Après avoir battu lors de la première journée l'Égypte, bravo aux éléphantes de Côte d'Ivoire. Pour l'actualité en bref, nous évoquerons le rejet de la candidature de l'opposant Maurice Kamto, le cessez-le-feu conclu entre la Thaïlande et le Cambodge. Et enfin, en France, le nouveau mandat d'arrêt international a été mis contre Bachar al-Assad, le récit de Nadej Kassi et Konaté Moussa. Au
Cameroun, la candidature de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, a été rejetée par la commission électorale. Il a décidé de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. Pour rappel, l'élection présidentielle au Cameroun est prévue le 12 octobre prochain. Un nouveau mandat d'arrêt contre l'ex-président syrien Bachar al-Assad. La Cour de cassation avait annulé vendredi le mandat d'arrêt émis en novembre 2023. Ce lundi, le parquet antiterroriste a requis un nouveau mandat d'arrêt pour les attaques chimiques en 2013. Le cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge est entré en vigueur ce lundi après plusieurs jours d'affrontements. Les deux pays sont parvenus à un accord commun, prévoyant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, selon le Premier ministre malaisien, dont le pays a joué les intermédiaires. La paix est un trésor inestimable. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même bonheur. Dans la paix surtout.